comment les entreprises peuvent changer le monde. Merci de l'applaudir. Bienvenue sur l'île de Pâques. Vous êtes à 3500 km des côtes chiliennes, perdus en plein milieu du Pacifique Sud. Vous êtes dans un des endroits les plus isolés de la planète. Et si vous fermez les yeux, vous pouvez sentir sur vos visages les embruns qui viennent également caresser les visages des moaïs que vous voyez derrière, ces gigantesques statues de tubes volcaniques. Voici projeté donc au XVIIe siècle, dans la civilisation des Matamois. La civilisation des Matamois était une civilisation florissante, à bien des égards. Ils avaient une culture unique, qui a développé une langue, une écriture, des rites religieux, des pratiques artistiques. On retient également des Matamois une très grande ingéniosité et un très grand savoir-faire qu'on retrouve dans des structures qu'ils ont développées. Des structures en terrasse pour leur plantation, des structures en pierre pour soutenir les moaïs que vous voyez derrière, et également des structures très sophistiquées d'irrigation pour canaliser et guider l'eau douce sur l'île. Les Matamois étaient donc une civilisation florissante, mais qui malheureusement a commencé à péricliter. Et une des théories qui explique ce déclin est une théorie d'effondrement de l'écosystème de l'île de Pâques et donc d'effondrement de la civilisation. Cette civilisation florissante connaissait une démographie grandissante. De plus en plus de gens sur l'île nécessitait d'accélérer l'agriculture. Et en accélérant l'agriculture, les Matamois ont commencé à défricher entièrement l'île, déforestant entièrement l'île. Plus d'arbres, ça voulait dire accélérer également l'érosion des sols. Les sols se sont retrouvés lessivés, perte de fertilité des sols, effondrement de la biodiversité. Plus d'arbres, c'était également plus de maisons, plus d'outils, plus de bateaux pour aller pêcher. Plus d'arbres, c'était également plus de ressources en eau potable, parce que les arbres captent l'eau douce qui permet de reconstituer les nappes phréatiques souterraines. Dans ce contexte donc de démographie grandissante et de chute des ressources naturelles, à la fois ressources de nourriture, ressources d'eau, naturellement ont émergé des conflits qui ont provoqué le déclin de la civilisation. Alors si cette thèse de l'effondrement, c'est une thèse qui est assez controversée, il y a par ailleurs certains autres éléments dont pour le coup on est certain, c'est que l'arrivée des colons blancs au XVIIIe siècle a achevé le déclin de la civilisation matamois en apportant avec elle de l'esclavage et des maladies exotiques. Alors cette histoire, l'histoire des Matamois, c'est une histoire qui est intéressante parce qu'elle nous permet aussi de se poser la question, nous, où on en est de notre civilisation, où on en est de notre écosystème. L'entreprise a une place prépondérante dans notre civilisation occidentale capitaliste. C'est grâce à de nombreuses entreprises que notre mode de vie s'est amélioré, que nos conditions de vie se sont améliorées, mais c'est aussi du coup, d'une certaine manière, à cause des entreprises qu'aujourd'hui on rencontre tout un tas de défis, des défis socio-environnementaux. Alors des défis environnementaux d'abord, une accélération des catastrophes climatiques, à l'accélération à la fois en termes de fréquence mais aussi en termes d'intensité, des cyclones, des inondations, des sécheresses, des incendies. Chute également de la biodiversité. En 20 ans, les campagnes françaises ont perdu un tiers de leur population d'oiseaux. Augmentation également de la pollution atmosphérique, mais également pollution des sols. Il y a quelques semaines, une enquête du Monde révélait près de 17 000 sites contaminés en Europe, contaminés par des polluants éternels, des PFAS, que l'on retrouve notamment ici à Lyon. En plus de ces problèmes environnementaux, on trouve des défis d'ordre social. Je pense d'abord à la santé mentale. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, dans les entreprises en France,
il y a près d'un salarié sur 3 qui se vit en situation de burn-out. C'est un chiffre qui est absolument inédit et malheureusement, c'est un chiffre qui est encore en croissance. En plus de ce burn-out, il y a également des inégalités qui prospèrent, et notamment des inégalités femmes-hommes et des inégalités de salaire. En France, en 2023, à temps de travail égal, les femmes sont encore payées en moyenne 15% de moins que les hommes. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation qui détruit le tissu social, le tissu environnemental, qui est le fondement même de la vie de l'homme sur Terre? Qu'est-ce que c'est que ces stratégies d'entreprise qui, à force de vouloir rechercher de la croissance à tout prix, en réalité finissent par précipiter la perte de la civilisation et donc la perte même de leur modèle économique? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des entreprises qui décident de faire un pas de côté. Ces entreprises, on les appelle des entreprises régénératives. Régénérer, le trésor de la littérature française, de la langue française, nous donne une définition qui est assez intéressante. Reconstituer un tissu, un organe, une partie détruite, naturellement ou accidentellement. Il ne s'agit donc pas de venir réduire l'empreinte environnementale ou même la neutraliser, mais au contraire, essayer d'avoir un impact positif, net, sur la nature, sur l'environnement, sur la société. Il ne s'agit pas de venir réduire ces émissions de carbone, ces émissions de CO2. Il s'agit d'avoir des émissions de carbone négatives. Alors, ces entreprises régénératives, elles existent déjà, et je vais vous parler aujourd'hui de 2 exemples. La première, c'est une entreprise qui s'appelle Interface. Interface, vous ne connaissez peut-être pas le nom. C'est pourtant une entreprise très importante, c'est le leader mondial des revêtements de sol modulables. Ce sont eux qui font les carrés, les dalles de moquette, les dalles de vinyle, les dalles de caoutchouc sur lesquelles vous marchez. C'est une entreprise importante, c'est une entreprise multinationale qui réalise chaque année autour d'1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires et qui emploie dans le monde 3600 personnes. Alors Interface est une entreprise régénérative. Pourquoi? Alors tout d'abord, c'est la seule, l'unique entreprise de son secteur qui arrive à avoir un impact aujourd'hui carbone neutre et ce, certifié par des organismes tiers indépendants. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils ont un programme ambitieux qui leur permettra de devenir carbone négatif à partir de 2040. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Alors ils y arrivent en mettant en place des principes de l'économie circulaire. D'abord, en termes de sourcing des matériaux. 50% des matériaux que l'on retrouve dans les produits qu'ils vendent sont des matériaux issus du recyclage ou des matériaux biosourcés. Ensuite, ils mettent en place des principes d'éco-design, d'éco-conception des produits. Il faut savoir que d'habitude, quand on pose de la moquette, il y a à peu près 14% de pertes sur la moquette qu'on pose parce que la moquette doit se poser dans un sens. Interface a développé un système de moquette qui peut être posé dans n'importe quel sens et rien que ce système leur permet de réduire les chutes de 14% à 1,5%. Interface s'est également inspiré de la nature, mettant en place des pratiques de biomimétisme et notamment en regardant comment les pattes du gecko. Le gecko, vous connaissez, c'est ce reptile qu'on retrouve souvent dans les pays chauds qui grimpe au mur, qui grimpe au plafond et qui a une extrêmement bonne adhérence aux pattes. Interface s'est donc inspiré des pattes du gecko pour concevoir des dalles que l'on pouvait poser, enlever, repositionner, le tout sans colle, donc sans solvant, améliorant la qualité de l'air et prolongeant par là même la durée de vie des produits. Par ailleurs, ils ont mis en place un grand dispositif de récupération, de réutilisation et de recyclage des dalles usagées. En plus d'Interface, qui a un impact du coup environnemental régénératif, je vais vous parler de Buurtzorg. Alors, pardonnez-moi pour l'accent, c'est une société néerlandaise créée en 2006, une société qui réalise des soins infirmiers à domicile.
L'originalité de cette société, de cette entreprise, c'est qu'elle crée, un peu partout dans les Pays-Bas, des petits groupes d'infirmiers, 5 à 12 infirmiers, très ancrés dans le local, qui fonctionnent avec une extrêmement grande autonomie de gestion, de prise de décision, et qui partagent leurs bonnes pratiques à d'autres groupes via les réseaux internes de l'entreprise. Alors Buurtzorg, c'est une société également régénératrice là beaucoup du tissu social. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils décident de replacer le patient au cœur du système de soins, avec une approche holistique du patient, en considérant le patient pas uniquement au-delà de ses besoins physiologiques, mais aussi en prenant en compte les besoins humains, relationnels que rencontrent les personnes âgées. Ce qui veut dire que le soin pratiqué sur un patient va de pair avec la qualité de la relation soignant-patient qui va être développée. Et ça, c'est quelque chose de magique, et que ça permet de venir autonomiser les patients. Et donc finalement, on va passer davantage de temps au début avec le patient, mais très rapidement, le nombre d'heures passées avec le patient va décroître, si bien que le système Buurtzorg permet d'économiser quasiment 50% du temps normalement prodigué pour des soins. Alors Buurtzorg, c'est une entreprise qui prospère également, qui a connu une accélération folle aux Pays-Bas et aujourd'hui dont les modèles sont répliqués un peu partout dans le monde. Et c'est une entreprise qui a des taux de satisfaction de patients incroyables. Des taux de satisfaction également du personnel, complètement dingues. Et par ailleurs, une entreprise qui est une entreprise très productive. C'est près de 40% de gains de productivité. Un grand cabinet d'audit a estimé que le système social des Pays-Bas réalisait, grâce à Buurtzorg, une économie de près de 40% sur les soins prodigués dans le pays. Donc c'est quelque chose de colossal. Et ces deux exemples illustrent des économies des entreprises régénératives. Il en existe évidemment une multitude d'autres, mais on peut déjà, avec ces deux exemples, essayer d'identifier des traits, des caractéristiques communes à ces entreprises régénératives. La première caractéristique, c'est la mission. La mission, c'est remettre au cœur de l'entreprise le projet social et environnemental. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique parce que ça va venir donner une nouvelle dimension à l'entreprise. Ça va venir lui donner une boussole qui va lui permettre de se guider et d'orienter les décisions stratégiques qu'elles devront prendre. Pour Buurtzorg, c'est remettre le patient au cœur du système de soins, bien au-delà de la simple réalisation de l'acte de soigner. Deuxième caractéristique, c'est l'innovation. En effet, ça peut sembler paradoxal, mais ça nécessite énormément d'innovation à la fois technique, mais d'innovation également de conception, pour mettre en place des nouveaux produits, des nouveaux services, qui viennent répondre à la fois à des enjeux sociaux, à des enjeux environnementaux, mais aussi prendre en compte l'équation économique nécessaire. L'innovation, c'est pour interface investir en recherche et développement, pour concevoir des dalles inspirées des pattes du gecko, pour concevoir des dalles de moquettes qui aujourd'hui ont un impact positif sur l'environnement. Enfin, le troisième point, c'est l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, c'est-à-dire remettre le collaborateur au centre de l'entreprise. Comprendre que l'entreprise prospérera si elle sait prendre soin de son collaborateur, prendre soin de sa santé mentale, mais également de sa sécurité physique. L'expérience collaborateur, c'est chez Buurtzorg réussir à remettre également l'infirmière au centre du soin qu'elle réalise, non pas comme un robot qui réaliserait mécaniquement des soins, mais au contraire en la responsabilisant, en lui donnant du poids, de l'autonomie, de la capacité à décider pour elle-même, de la gestion, de son fonctionnement, de ce qu'il y a à faire pour soigner au mieux les patients. Alors ces trois caractéristiques, la mission, l'innovation, l'expérience collaborateur, sont des caractéristiques extrêmement importantes pour n'importe quelle société. Ça fait 10 ans que je conseille des entreprises sur leur stratégie et le déploiement de leur stratégie.
Finalement, venir intégrer des principes d'économie régénérative permet à ces entreprises de construire des stratégies différenciantes, de construire des avantages compétitifs durables. Alors maintenant, vous allez me dire, super, qu'est-ce qu'on peut faire pour construire des entreprises régénératives? Alors, vous vous en doutez, c'est pas avec ça qu'on va construire des entreprises régénératives. C'est pas avec des listes entières d'indicateurs clés de performance qu'on va réussir à résoudre les problèmes du siècle. C'est pas en remplissant des cases d'un Excel qu'on va répondre aux défis du changement climatique et aux défis sociaux. Non, moi, ce que je propose, c'est plutôt d'essayer de faire un pas de côté et de se dire, finalement, ces entreprises régénératives, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est qu'elles arrivent à mettre du cœur. Elles arrivent à mettre du cœur dans leur mission. Elles arrivent à mettre du cœur dans l'innovation, du cœur à l'ouvrage. Parce qu'évidemment, c'est un exercice difficile, mais fonctionner ainsi en environnement plus contraint leur permet d'innover d'autant plus. Elles arrivent à mettre du cœur également dans l'expérience collaborateur, de la générosité, dans le soin qu'elles vont porter, pas juste à leurs clients, pas juste à leurs investisseurs, mais également à leurs employés. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, la moralité finalement de cette histoire, c'est que plutôt que d'avoir une approche reporting RSE du développement durable, essayons de penser ensemble impact positif de l'entreprise sur la société, sur l'environnement et du coup sur ses collaborateurs également. Maintenant, c'est à vous, jeunes leaders, futurs managers, dirigeants, de mettre du cœur dans vos vies professionnelles. C'est à vous de remettre du cœur dans l'entreprise, parce que c'est ainsi que vous arriverez à répondre aux défis sociaux, aux défis environnementaux du siècle. Merci beaucoup.